utilise l'intelligence artificielle? Presque 50% quand même. Hein. Je pense qu'il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. L'intelligence artificielle transforme notre vie sans le noter. Et la question, est-ce que c'est la même chose pour la médecine? Est-ce qu'on a besoin de changer la médecine? Est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce qu'il faut avoir peur? Ou est-ce qu'on va guérir l'arthrose, l'ostéoporose, l'arthrite, cancer? Chose à discuter. J'aimerais bien vous prendre sur un chemin pour discuter tout ça. Ça, c'est pas moi. Je pense qu'il faut d'abord changer ça. Voilà, c'est bon. Hein. Donc, on commence avec joue aux échecs. Quelqu'un de vous aime bien jouer aux échecs? Moi aussi. C'est juste un exemple, mais bon, Magnus Carlsen, c'est le meilleur. Mais en fait, en vérité, l'intelligence artificielle apprend l'échec dans 4 heures et joue vraiment un niveau, 3 niveaux au-dessus des meilleurs joueurs. Vraiment, c'est notre dimension. C'est le gold standard. En médecine, on dit que si on teste un biomarqueur, un test de sang ou autre chose, c'est bien pour montrer l'activité ou le diagnostic. On appelle ça gold standard. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. Les grandmasters utilisent ça pour s'entraîner. Et pourquoi l'intelligence artificielle, et c'est important après pour la médecine, est tellement forte dans les jeux comme l'échec? Pierre, tu as une idée? Qu'est-ce que tu penses? Pourquoi c'est tellement bon? Parce qu'elle peut analyser plusieurs parties en même temps, apprendre sur les parties qui ont été jouées, j'imagine. Plusieurs ou beaucoup? C'est ça, hein? En fait, c'est un simulateur. Aux échecs, on a un simulateur où la machine peut jouer des millions, billions de fois et apprendre. Ça, malheureusement, on n'a pas en médecine. Si on avait un simulateur pour tester un médicament chez vous, mais on n'a pas. Il faut toujours tester dans les tests cliniques, des études cliniques. On n'a pas ça. Mais comme ça, la machine produit des données. Et ça, c'est un message pour retenir. L'IA a besoin des données. Donc, résultats. Et ça, on crée des résultats. Et comme ça, la machine ne devient pas un peu mieux que l'homme, beaucoup, beaucoup mieux. Et on discutera si c'est possible en médecine. C'est possible dans la conduite autonome, maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour demain. Aux États-Unis, à Dallas, je sais pas, vous pouvez prendre le Waymo. Quelqu'un a déjà pris ça? Donc j'ai de plus en plus des copains qui utilisent et qui se sentent complètement safe dedans. Au début, on regarde, bon, il n'y a pas personne qui conduit, mais à un certain moment, on fait confiance et ça fonctionne bien. Et c'est maintenant. Hein, et je pense d'ici 3, 4, 5 ans, les Uber vont être sans driver. Là aussi, il y a des simulateurs. Donc, on peut jouer ça dans l'ordinateur et entraîner. En plus, on a des capteurs, évidemment, qui regardent. Il y a une voiture à gauche, à droite et tout ça. Et en médecine, on a aussi besoin des capteurs pour mesurer quelque chose. La CRP, autre chose pour bouger. Donc, on a besoin, idéalement, beaucoup de capteurs et beaucoup de données par un simulateur. Alors, on est où en médecine avec l'IA? Moi, j'ai pris 2 exemples que je trouve c'est des meilleures applications en médecine actuellement. Un, c'est les mélanomes, disons, le cancer de la peau. Comme ici, par exemple. Donc, normalement, il faut faire un rendez-vous chez le dermato, il faut attendre, il faut regarder, il ou elle regarde, peut-être, comme ça. Et maintenant, en théorie, soit le médecin ou même vous prenez l'app, et ça, c'est aussi bien qu'un médecin, pour voir si c'est un tumeur ou c'est juste quelque chose de complètement normal. D'accord? Donc, est-ce que c'est bon ou pas bon, ça? Qui trouve que c'est une bonne chose?
Qui trouve c'est une mauvaise chose parce qu'on a. OK. Parce qu'on a plus de médecins, il faut faire attention, choses comme ça. Il y a probablement plusieurs choses, on peut discuter. OK. Mais en fait, effectivement, en théorie, en futur, dans votre, comment on dit, miroir, spiegel, comment on dit, dans le salle de bain, ben, il y aura probablement des caméras, hein, et ça va, oh, il y a quelque chose là, tu vas chez le médecin, donc il faut faire une biopsie. Je pense qu'on n'est pas trop loin de ça. OK. Où ça? Quelqu'un a vu les French Open, le final? Donc, il a le diabète type 1 depuis l'âge de 4 ans. C'est pas amazing hein, qu'il gagne ce truc avec un diabète. Tout le monde à l'époque a dit, avec diabète type 1, tu peux pas devenir joueur professionnel tennis. Mais il a dit non, oui, j'essaye. Et bon, c'est parce qu'il contrôle très bien, parce qu'il a le droit d'utiliser son application pendant le match. Il mesure, il se pique, il prend le glucose si jamais. Et là, ça, on a aussi l'intelligence artificielle qui est encore meilleure. Pourquoi? Parce que là, lui, il n'a pas une pompe, je crois, mais beaucoup de gens ont une pompe, insuline, et au même moment, ils ont un capteur. Je ne sais pas si j'ai le capteur ici. C'est des gens que parfois vous voyez ici, ils ont un patch. Et pour l'intelligence artificielle, il faut ça. Toujours mesurer un capteur et une action qui est très précise. Ça veut dire injecter insuline. Et après, il y a une troisième chose qui est importante pour l'intelligence artificielle, il faut une règle, il faut de règlement. Donc, dans la software, la pompe a le droit d'injecter 10 unités, par exemple, mais pas plus que 15. C'est un exemple. D'accord? Ça me mène, je reviens aux échecs. Là, il y a aussi des règles très claires. Hein? Donc, il faut, avec cette figure, vous pouvez faire ça. Très clair. Donc, des règles, quand on a des règles, c'est plus facile pour l'IA. Et après, et ça, c'est différent, c'est pour moi le top de l'IA en ce moment, parce que là, avec ce modèle, l'IA a le droit de faire un choix, de décider. Je donne 6 unités. Et l'algorithme dit, OK, tu as le droit, mais on doit apprendre. Donc, il y a une fonction à la fin, c'est une fonction mathématique derrière. Et on dit, OK, tu peux décider 5 ou 6, tu peux essayer 6 unités insuline si on apprend, si c'est pas bon. Donc, la machine, avec une fonction Q pour les aficionados de mathématiques, la machine apprend si c'était une bonne décision de mettre 5 ou 6 unités ou 5. Et comme ça, on peut faire trial and error, mais c'est pas dangereux. D'accord? Donc ça aussi, en théorie, on peut laisser le choix si c'est très précis et on fait pas quelque chose mal. Dans ce cas-là, bon, si c'est 6 ou 5, sous réserve que la machine apprenne, c'est OK. C'est les deux stars pour moi. Maintenant, une autre question. Quand on parle de IA et médecine, ben, on a besoin de l'IA du tout ou on est bien? Est-ce que la médecine 2026, on est au bout? On a quand même des antibiotiques, on a des super, on n'a plus des chaises roulantes. Une collègue m'a dit qu'à l'âge de 25 ans, diagnostic de père, on a dit qu'il faut une chaise roulante. Non, elle est là. Donc, est-ce que l'avance, on est tellement avancé, on est déjà au bout, ou il faut l'IA? Il faut, hein? Il y a des gens qui meurent du cancer. On a quand même, disons, que 30% avec une paire qui sont vraiment en rémission. Les 60%, on n'arrive pas à enlever complètement l'inflammation. Et après, on a des autres choses. Hein. Je reçois des lettres par des collègues généralistes et ils ont raison que pourquoi ça dure une année pour avoir un rendez-vous chez vous.
Parce qu'il y a trop, parce qu'on essaie de faire le tri, parce qu'on n'arrive pas, parce que là, on a aussi des gens malades, aussi des médecins sont parfois malades, et comme ça, parfois, d'ailleurs, c'est la même chose à Bâle, Francfort, je sais pas, il y a des délais 6 mois, 12 mois. À Paris, j'étais la semaine passée, même chose. Donc, on a des délais, on a des rapports, ça vient très tard, il y a les coûts, les prix augmentent, ça donne pression à la politique aussi. Enfin, là, c'est... En certains moments, il faut aussi regarder des coûts, ou peut-être l'IA va augmenter même les coûts. On va voir ça. On a des collègues burn-out, donc oui, on travaille plus comme il y a 30 ans. Michael, tu as travaillé en chirurgie, hein, tu m'as raconté des histoires. Ben, tout le temps, tu as travaillé, non? C'était normal. Aujourd'hui, on travaille beaucoup moins. Il y a quand même la loi et tout ça. Mais bon, on a un manque de personnel et un manque de médecine personnalisée. On fait toujours dans la polyarthrite rhumatoïde, on essaie avec un médicament anti-TNF, on fait un deuxième, après un troisième, et je pense qu'il y a des gens ici parmi vous qui ont essayé 4, 5, 6 médicaments différents, parce qu'on ne sait pas choisir, on n'a pas les moyens. Donc il y a quand même beaucoup des besoins où je postule que l'IA peut nous aider. Alors, je vous présente, ce n'est pas des vrais patients, mais à gauche, c'est Déborah. À droite, c'est Steve. Les deux ont une spondylarthrite. Et en fait, c'est une salle d'attente, c'était comme ça il y a 20 ans, 30 ans, et c'est presque la même chose. On n'a pas les béquilles comme ça, hein, on voit que c'est probablement aux États-Unis. Mes deux patients avec la même maladie, une spondylarthrite, avec des besoins complètement différents. Et peut-être aussi avec l'IA qui pourrait aider différemment, ou pas. En haut, alors, Steve, il est stable. Hein. Donc, il a son traitement tout le temps. Il a comme comorbidité une arthrose de hanche, un cancer du prostate, mais calme. Voilà, il est retraité, il marche au lac avec sa femme. Donc, une routine. Hein. Donc, il vient 2 fois par an. Il prépare une liste. Il me montre la liste. On discute, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà, on ne change pas beaucoup. Pour lui, c'est presque un peu la routine de voir son rhumatologue 2 fois par an. Est-ce que j'ai vraiment besoin de lui voir? Ça me fait plaisir, d'ailleurs, aussi de lui voir parfois à Lutry. Bon, Steve n'existait pas, mais disons, j'ai des patients comme ça. Pas sûr. À l'autre côté, pour lui, c'est la routine, ça rassure, on peut discuter, peut-être aussi un peu des choses en dehors de la rhumato, voilà, la prothèse. Peut-être aussi le généraliste a peu de temps, parce qu'il y a tellement des patients. Donc, pour lui, ça joue. Pour Déborah, ça joue pas tellement. Elle a des symptômes up and down. Elle n'a pas répondu au traitement. Elle est en 4e ligne. Tu connais Déborah aussi, non? Elle a aussi une fibromyalgie. Elle a une maladie de Crohn qui est plus ou moins stable. Elle a une endométriose. Elle est déprimée, pas sévère, mais elle est divorcée, elle a migraine, elle essaie, elle a 2 enfants, mère célibataire, elle fait tout ce qu'elle peut, mais elle n'est pas, disons, pour elle, chercher un parking devant Chuve, c'est plein, c'est difficile. Après, parfois, c'est le papa qui prend les enfants, elle n'a pas vraiment un moment pour respirer. Donc, c'est difficile pour elle de gérer. Elle aurait besoin de quelqu'un quand on est là. Mais le rendez-vous, il est là. Donc, il faut un peu plus de flexibilité. Après, il y a aussi la fibromyalgie qui comme on dit, ça produit aussi des douleurs plutôt un peu dans tout le corps, la fatigue. Parfois, c'est pas facile pour elle de dire qu'est-ce que j'ai vraiment. Est-ce que c'est plutôt les douleurs que je souffre ou la fatigue ou je peux pas me concentrer, c'est tout trop brain fog. Donc, vous voyez deux patients complètement différents. Donc, comment l'IA peut apprendre ces 2 patients
complètement différent. OK. Donc, et là, c'est un diapo un peu difficile, jamais, mais si vous comprenez celui-là, vous avez compris l'intelligence artificielle. Donc, en médecine, intelligence artificielle, c'est du machine learning. On a aussi des collègues qui travaillent dans le champ. C'est machine learning. Ça veut dire l'ordinateur apprend par des données. Et le plus de données on donne, le mieux l'algorithme est. Algorithme, c'est un peu le mot pour modèle, algorithme, IA. On utilise un peu en synonyme. Donc, en haut, c'est machine learning. C'est déjà un peu moins dangereux, non, que IA, artificiel. Machine learning, c'est learning from previous or future experiences. OK, ça, il faut retenir. Et maintenant, il y a trois formes. Trois formes. Number one, c'est supervised learning. Ça veut dire, et ça, c'est presque tout l'IA en médecine en ce moment, c'est celui-là. Ça veut dire, on apprend la machine quoi et quoi. J'ai mis du Lego là, ça représente les données, ça peut être des valeurs du sang, des radiographies, données quoi. Et on montre ça, c'est jaune, ça c'est un 4, ça c'est rouge, etc. Comme dans la radiographie, ça c'est une radiographie, ça c'est une érosion, ça c'est une arthrose. Donc il faut investir le temps pour apprendre la machine quoi et quoi. Et après, la machine va dire OK, je prends. Et après, on donne un 2, elle va dire c'est jaune et un 4. Voilà, c'est pas un magique. C'est juste à la fin des formules mathématiques, un peu plus compliquées. Donc, automatiser des tâches. Mais la machine est jamais mieux que le médecin. OK? Et ça, c'est sur le marché déjà. Je vais vous montrer. Supervised learning. Quelqu'un prend les labels, quelqu'un dit à la machine, c'est ça. C'est une tumeur, c'est une érosion. Voilà. Après, numéro 2, c'est 95% en médecine des algorithmes IA qu'on a sur le marché, c'est ça. Numéro 2, c'est unsupervised learning. Moi, je dois dire, j'ai appris le plus par l'IA, par ça. Ça veut dire on a beaucoup de données. Par exemple, on a une grande cohorte de fibromyalgie où on mesure le sommeil, le sang, les questionnaires, la fatigue, beaucoup de choses. Et après, on dit à la machine, j'ai tellement de données, je comprends pas tout. Je suis désolé, je suis humaine. Donc, je vois pas des patterns, non, comment on dit patterns, des différents types. Et la machine aide. Non, moi, je vois clairement, on peut dire à la machine, tu peux pas trouver des choses similaires. Ou par exemple, les dossiers électroniques du patient, beaucoup d'argent, beaucoup de données. Par exemple, au CHUV, beaucoup plus. Moi, je peux pas apprendre, je peux pas lire tous les dossiers de tous les patients au CHUV. La machine peut apprendre et peut dire, voilà, ça c'est plutôt un tube comme ça, un tube comme ça. OK? Donc ça aide. Après, numéro 3, et c'était ça le tennis, c'est ça. C'est le reinforcement learning, ça veut dire on laisse le choix, on laisse l'algorithme décider, mais l'algorithme doit apprendre pour faire mieux. Okay. Donc, 3 choses, c'est la base. Et maintenant, on a ChatGPT. On en parlera plus tard. Et pourquoi c'est tellement puissant, ChatGPT? Parce qu'il prend tous les droits, tout ensemble. Et énormément de données, des livres, l'Internet, fait le training, fait un peu avec ça, et c'est pour ça que tellement fort. Donc à la fin, Generative AI, ça c'est par exemple le ChatGPT. Je pense que c'était le diapo le plus difficile. Faut respirer, moi aussi. Après, je fais une cuisse, je pose des questions. Il ne faut pas dormir. Alors, est-ce que c'est demain
Aujourd'hui, hier, l'IA, c'est déjà aujourd'hui. Hein. Donc, vous voyez, de la FDA, c'est un peu aux États-Unis, la régulation. Donc, pour avoir un produit IA sur le marché, il faut avoir l'accord de FDA. Et on est à 1430 modèles IA sur le marché. Donc, et beaucoup des modèles fonctionnent déjà maintenant. Mais on ne les voit pas. Donc, où est l'IA? Où sont les 1400? Concrètement, vous avez une idée? OK, ça c'est au niveau localisation. Mais qui utilise, par exemple? Quelqu'un a une idée? J'ai pas compris. Non, non, on reste, oui, bien sûr, hein. Même militaire, on veut même pas parler. Hein. Mais en médecine, de quelle spécialité? Pardon? Chirurgie, non? Il y en a, mais cardiologue, je pense qu'ils sont numéro 2 ou 3. Ben, je vous donne pas encore la solution, mais ça, c'est des boîtes qui ont produit l'IA. Et avec ça, peut-être quelqu'un de vous comprend déjà dans quelle spécialité Siemens, Canon. Canon fait des images, non? Donc, c'est la radiologie. Radiologie. Winner, numéro 1. Voilà. Et ça, on utilise déjà. Ça, j'ai pris une photo dans notre rapport radiologie. D'ailleurs, ça vient plutôt des cabinets radiologie que les grands hôpitaux, mais ils utilisent un peu plus. Et maintenant, c'est important. Pourquoi on utilise? C'est pour l'arthrose ici. Donc, l'IA reconnaît dans le genou, par exemple, ici, il mesure ça, il mesure, ah là, il voit une arthrose, grade 2. Alors, c'est ça l'IA. Donc, deux choses. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est safe? On a entraîné avec tellement des images que reconnaître que c'est un peu, il y a moins de place, c'est facile. C'est une tâche facile, relativement. C'est pas compliqué. Donc là, l'IA est pas mal. Ça fonctionne aussi assez bien pour l'IRM. Donc ça, c'est pour les IRM. Mais le problème, c'est tellement facile qu'on n'a pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de ça dans ma journée à la clinique? Non, parce que c'est facile. Moi, je vois à la fois, je vois des autres choses. Je cherche plein de choses. Donc, ce petit tâche IA m'aide pas. Donc, c'est très important. Où et qu'est-ce qui est important? Et un bon exemple où l'IA fonctionne très bien dans la radiologie, c'est détection des fractures ici. Et là, imaginez, vous êtes aux urgences avec votre enfant ou petit enfant, tombé. Est-ce qu'il y a une fracture? On attend le radiologue 2 heures, 3 heures, où vous faites la radio, vite fait, l'IA montre pas de fracture à la maison. Parce que c'est aussi bien comme un radiologue. Donc là, il y a deux choses. Un, c'est une tâche très intéressante, très importante. Vous venez pour une demande simple, ça fait mal. Est-ce que c'est une fracture ou pas? Est-ce qu'il faut faire un plâtre ou pas? L'IA vous aide, gagne du temps. Et la deuxième question, est-ce que c'est bien dans le workflow? Est-ce que ça fonctionne bien à l'hôpital ou dans un cabinet? Et oui, très simple. Donc, vous faites la radio, il y a le rapport automatique. Dans 5 secondes, vous avez le résultat. Ou en bas, c'est la mammographie. Là, ça fonctionne aussi bien. Et une collègue radiologue, pas ici, m'a dit que dans la mammographie, si l'IA détecte une lésion, comment on dit, suspicieuse, elle ne va pas dire c'est rien. Elle a peur. Elle ne va jamais overrule l'IA. Ça veut dire, si l'IA dit ça pourrait être quelque chose, elle va toujours faire la biopsie. Et ça, c'est maintenant aussi peut-être pour avoir créé des problèmes légaux. On veut pas rater un tumeur. Hein. Peut-être on fait une biopsie trop, mais on est là. C'est une radiologue qui m'a dit ça. Donc là aussi, c'est assez clair. Donc là, la fonction. Et ça, c'est le problème de la radio, de la rhumato, c'est un peu moins clair.
On essaye de faire on fait de la recherche sur ça aussi. Ça, c'est des algorithmes qu'on développe nous, par exemple, pour la polyarthrite rhumatoïde. On utilise les données du SCQM et aussi un peu de CHUV. Par exemple, on a entraîné l'arthrose avec 14 000 images. L'homme, hein, c'était un étudiant à Bâle encore, le pauvre, il est devenu radiologue. Sans blague. Hein. Mais on a vu que ça ne suffit pas juste d'une détection. Donc, on a entraîné aussi la chondrocalcinose, la polyarthrite, et on a mis ensemble. Et on pense que c'est mieux, on peut mieux utiliser s'il y a plusieurs pathologies détectées. Ce qu'on a appris, ce qui rend la chose un peu difficile, que si quelqu'un a une chondrocalcinose, c'est plus difficile pour voir s'il y a une polyarthrite, vice-versa. Donc là, on voit aussi la limite déjà de l'IA. S'il y a plusieurs pathologies, ça peut vous ruiner l'algorithme, s'il y a deux choses ensemble. Mais ça, c'est la vraie vie. Et peut-être on a encore besoin des médecins pour ça. Ça, j'ai fait avec ma sœur, Maria, qui est devenue prof en oncologie dans l'IA. Et on a aussi pris les données SCQM pour prédire l'activité de votre polyarthrite rhumatoïde dans 6 mois. Et en fait, ça fonctionne très bien. Avec 92% c'est accurate, je peux dire, dans 6 mois, l'activité, on mesure ça avec DAS 28, bon, anyway. Donc, je peux prédire ça. Donc, je sais ce que vous avez dans 6 mois. Et quand on a présenté ça, les gens ont dit « So what ?» Et alors? Qu'est-ce que vous pensez? Ça aide ou pas? Je n'ai pas de réponse complète. Hein. Vous trouvez c'est utile de connaître votre rhumatisme? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En tant que patient ou en tant que médecin? J'hésite, je ne sais pas trop. En fait, je ne sais pas trop si j'ai envie de savoir que je vais mourir dans 6 mois. Moi non plus. Hein. Mais disons, si par exemple, il y a le mariage de votre fille, ou je ne sais pas, dans 3 mois, et on veut savoir si on est en forme. Donc, on veut savoir. Ou par exemple, j'ai 3 mois, le nouveau médicament. Ah, bof. Est-ce que j'attends encore 3 mois ou pas? Souvent, pour nous, rhumatologues, c'est bof aussi. On ne sait pas. Vous faites abstraction d'un médicament. Quand vous faites cette mesure, vous faites abstraction que la personne prend un médicament. Bien sûr, bien sûr. Ça sert à quoi pour le patient? Ça veut dire se dire, je dois prendre un médicament parce que je n'ai pas envie d'arriver à ce stade-là. Non, une partie oui, mais en fait, la machine, ce qu'elle fait, elle regarde au moment où vous êtes là, de 2000, 3000, 5000 autres patients avec la même situation, et regarde ce que normalement, si on change pas, c'est pire. Donc, ce qu'on peut dire, par exemple, là, en bleu, c'est la vraie maladie. En orange, c'est ce que la machine a prédit, c'est pas mal. Donc, on pourrait dire ici, par exemple, ici, écoutez, moi, je pense, on change le médicament. Ou peut-être aussi, on arrête le médicament dans une autre situation. Donc, je pense que ça aide avec le patient, le médecin et la machine. En futur, on va faire la décision ensemble. Petit bémol, la machine triche. Parce que les patients qui sont en rémission, qui vont bien pendant 10 ans, c'est facile de prédire que ça va bien dans 10 ans et demi. Donc la machine a aussi appris par des cas qui sont très simples. C'est des cas difficiles, comme Déborah, qui ne sont pas faciles, parce que Déborah a aussi une fibromyalgie. Elle a souvent, parfois, pendant ses règles, elle a plus des douleurs. Donc c'est là où la machine a des problèmes. Mais globalement, c'est pas mal. On a aussi fait des choses pour mieux voir qu'est-ce qui se passe entre les 6 mois. Parce que si on se voit que pendant tous les 6 mois, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Parfois, les poussées sont entre les deux. On a créé une app au CHUV qui regarde, vous dites où ça fait mal, ça analyse la main, les photos, les plis.
le diamètre, et comme ça, on essaye de voir des changements s'il y a des gonflements, par exemple. On a vu qu'on a une association avec l'inflammation, mais ça, c'est pas non plus, disons, c'est pas assez costaud, malheureusement, de dire 100%, voilà, c'est une inflammation. On en travaille, probablement, il faut mettre des choses ensemble. Donc, les symptômes, les images, peut-être comme moi, comme médecin, je regarde, ah, Madame Schmidt, elle va pas bien, elle a dit, là, je vois, elle a un signal, je regarde les mains, je fais un examen clinique à distance, et si on voit, ah, c'est pas bon, elle va revenir, on la fait venir et on fait des autres examens. Donc peut-être, je sais pas, à droite, on a déjà ça aussi pendant le Covid, par exemple, les gens à distance. On n'est pas encore au milieu. Peut-être on n'a pas envie d'aller à gauche, hein, que c'est que l'IA qui regarde tout. Mais s'il y a quelqu'un qui jette un coup d'œil sur votre maladie, ensemble avec l'IA, ça pourrait jouer. Et on a aussi montré qu'on peut on nous envoyer aussi des vidéos. Et c'est l'IA qui regarde automatiquement le mouvement, la kinétique. Par exemple, après la cortisone, on a dû donner cortisone intraveineuse parce que cette personne, elle est tellement mal. Et on a vu automatiquement, disons, pas automatiquement, après la cortisone, ça mesure automatiquement une amélioration de 38 degrés au niveau des articulations ici. Donc ça nous aide aussi de mieux comprendre si un médicament fonctionne bien ou pas. Je skip ça. On a le robot Arthur. Peut-être quelqu'un a vu ça. On est les seuls en Suisse qui ont ça pendant une étude. Et en fait, Arthur, il peut parler. C'était des gens de Danemark qui ont produit, qui ont installé. C'est pour ça qu'on parle anglais. Ça, c'est Dianada, notre médecin cadre. Et donc, ça fait tout automatiquement. Et ça regarde s'il y a une synovite, donc une activité de la maladie. On a des autres exemples. Je vous prends maintenant dans notre bloc opératoire avec le professeur Julien Vergresin qui fait des prothèses. On a aussi les collègues de Symbios ici. Vous pouvez voir, ils utilisent aussi l'IA. Donc, visitez leur stand. Et ça, je vous montre. Donc, l'IA, il a toujours le couteau comme ça. OK? Je vous montre. Il a toujours, c'est lui qui guide. Hein. Là, comme ici. Et en fait, il voit, ça c'est la seg saw, comme on dit. Donc, il faut nettoyer l'os. Hein. Et en fait, l'IA guide le chirurgien. Il faut rester là. Donc, en théorie, il aurait le droit de sortir du rectangle vert, mais la machine, il le sent qu'il devrait pousser. Normalement, la machine dirait, moi, je le stopperai. Et c'est ça aussi l'IA. Ça veut dire, le choix, c'est toujours le médecin qui a le choix, mais la machine guide. Et là, probablement, c'est une bonne chose. Il faut bien respirer. Il y a l'apéro. Gaëtan, il est prêt, l'apéro? Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que vous allez prendre comme apéro? Un vin? On va voir, ok. Ok, respirez. Donc, on a encore 5 minutes. Peut-être 7. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 novembre 2022? Yeroun? Tu sais pas? Coupe mondiale? Novembre? C'était? Quelqu'un sait? Cette date a changé ma vie. Je sais où j'étais quand j'ai vu ce qui s'est passé. J'étais là, il y a la conférence à Paris, c'est la conférence, la porte Versailles, oui, c'était ça. Je sais pas où était Lady Di quand elle est décédée, par exemple. Moi, je me souviens pas, ou des autres choses, mais ça, je me souviens. Hein? Non, en fait, c'était quelque chose de trivial, pas méchant. ChatGPT est venu. ChatGPT est venu. 2022, 4 ans, 3 ans, même pas.
C'est incroyable, hein? On pense que c'est 10 ans. Il y avait déjà GPT avant, mais pas le chat GPT. Le chatbot est venu. Et après l'autre, voilà, les Français. Mistral, c'est les Français. OK. Donc, qu'est-ce que c'est? Et ça, peut-être, c'est un message. On utilise, la technologie nous a surpassé énormément. Mais il faut rattraper, il faut comprendre l'IA, il faut comprendre le ChatGPT et les autres. Donc, je vous ai dit, c'est un mélange entre supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Donc, ça regarde beaucoup de textes, ça fait une recherche web et ça regarde même des forums. Si vous parlez en Facebook, entre vous, la machine cherche. Et comme ça, elle va dire, oui, la machine apprend par vous, si vous voulez. Et après, c'est une probabilité. Le ciel est, ou I love you. Donc, à chaque mot, regarde qu'est-ce qu'il y a. Le prochain mot, c'est quoi? D'ailleurs, l'IA pense pas en mots, pense en token. Token, c'est des petits mots et des syllables. Donc, des mots coupés, mais c'est comme des mots. Et ça apprend par des billions, des milliers, des milliards, des tokens, des mots. Et pour dire, voilà, ça, c'est le prochain mot. À la fin, c'est ça. OK, c'est ça. Et maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Et ça, c'est tout nouveau, hot off the press, publié en Science, meilleure revue médicale, entre autres. Et en fait, ils ont montré, si on prend le ChatGPT et on a continué à entraîner de penser comme un médecin, on appelle ça reasoning model, en fait, c'est très efficace. Hein. Ça, c'était dans les urgences, aux urgences, pour prendre des décisions dans différentes situations. Et en fait, ça, c'est ChatGPT. Si maintenant, je demande comment on traite une polyarthrite rhumatoïde, il va dire, ça dépend. C'est une femme, homme, quel séropositif, comorbidité, infarctus ou pas. Et comme ça, on va trouver une solution ensemble. Donc, l'IA a un peu appris de penser comme un médecin. Reasoning model. Et ça, ils ont montré qu'effectivement, on fait moins des erreurs. Ça, c'était une étude également publiée là, récemment, en Afrique, dans les hôpitaux. Et ils ont regardé, dans 40 000 consultations, il y a moins des erreurs médicales et moins, au niveau diagnostic et thérapeutique. 16 et 13. Est-ce que c'est spectaculaire? Non. Mais si c'est vous, hein, les 13, ça compte. Donc ça aide. À la fin, c'était toujours le médecin qui a pris la décision. Mais c'est la première fois qu'on a montré ça vraiment là au haut niveau, beaucoup de patients, que ça a un effet. C'est pas des miracles. Avec ça, on va pas soigner le cancer, mais on fait moins des erreurs, on est plus vite, on fait des meilleurs diagnostics. Et ça, on revient au CHUV, à l'EPFL, et on a Meditron. Meditron, c'est un peu comme ChatGPT, créé entre autres par l'EPFL. Et ils ont dit, ça suffit pas, il faut entraîner ce modèle comme ChatGPT avec des vrais médecins. Est-ce qu'ils ont fait ça avec 22 spécialités, maladies infectieuses, cardiologie, rhumatologie? On a donc posé des questions et on a regardé les réponses et on a regardé c'est bon ou pas bon. Et comme ça, la machine a continué à apprendre. Et en fait, après, on a fait un quiz, une compétition. Meditron versus Meditron CHUV. Et vous voyez, 63%, Meditron CHUV a gagné, c'est meilleur. Donc bref, il faut continuer à entraîner l'IA pour s'améliorer. OK? C'est potentiellement bientôt publié. Et maintenant, encore 2-3 diapos. On a parlé de EPIC. Vous avez lu ça dans le journal? Le système informatique pour les hôpitaux, très cher. C'est à Zurich, c'est à Berne, aux États-Unis. Donc, très cher. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser tellement d'argent
pour travailler avec les patients. Et bon, il y a les pros et contre, hein, et on ne va pas aller en détail, mais là où c'est tellement fort, c'est les données. Parce que c'est tellement grand que si on prend tous les données aux États-Unis, Zurich, Berne, CHUV, ensemble, ils ont leur programme Cosmos qui fait l'IA. Et avec ça, malheureusement, les hôpitaux qui ont ça vont être meilleurs. Donc, c'est une postulation. C'est question mark, mais peut-être point d'exclamation. C'est ça, un danger et une opportunité. Je n'ai pas de solution pour ça. Mais on a énormément. Après ça, on est plus vite à faire des rapports, on est plus vite, pas besoin de rester à 8 heures le soir à l'hôpital. Comme médecin, ça aide, ça écoute la discussion avec le médecin, ça fait un petit rapport et le médecin regarde si c'est bon. Ça, c'est une bonne chose. Donc, les points à considérer pour finir, il y a plusieurs. Hein. Une chose qu'on utilise tellement l'IA, et pour ça, on a besoin le cloud, les chips, et après l'énergie. Donc, ça prend l'énergie qu'on utilise, c'est vraiment considérable. Et on a des modèles qui utilisent moins ou plus. Donc, il y a des modèles IA comme Claude qui sont un peu plus éco, si vous voulez, que des autres. Je n'ai pas pensé à ça du tout, hein, que comme des voitures, il y a aussi des modèles IA qui dépensent moins d'énergie. Donc, peut-être c'est aussi une raison. D'ailleurs, les boîtes qui produisent les chips vendent plus à la bourse que tous les boîtes pharma ensemble. Pour vous donner une idée, c'est Nvidia. Donc, automatisation. Est-ce que vous voulez un médecin, enfin un robot qui vous traite? Non. Même chose, j'ai montré ça à Bâle une fois, c'est le cheval blanc, là. Non, le Dreikönig, les trois rois de l'hôtel, non? C'est la barre des trois rois. Là, on veut pas un robot, non, qui vous sert un drink. Et c'est la même chose, si vous voyez le médecin, pas besoin. Mais pour une chose simple, ok, pour l'IA, mais on veut pas ça. Un autre problème, c'est aussi la directrice CHUV, par exemple, ou Berne, ou je sais pas où. Il faut choisir maintenant l'IA. On investe l'argent, c'est beau, c'est cher tout ça, la médecine, mais je le mets où? Fracture, tumeur, tout. Très difficile, hein, et on n'a pas encore vraiment rhumato. Donc peut-être tout l'argent va dans l'oncologie et on n'a rien dans l'oncologie, c'est un risque aussi. Et qui paye tout ça? Est-ce que l'IA fait vraiment la médecine moins chère ou les entreprises, assurances, tech disent « Ah, il y a encore plus d'argent ». Donc c'est aussi un risque. Donc finalement, l'IA c'est pour les pauvres ou pour les riches? Ou les deux? Et l'IA, finalement, ne ressent rien et ne coûte pas. Je vous remercie pour votre attention.